Bonjour à tous. Mercredi prochain, Israël fêtera Yom Ha'atzmaut, qui marque la naissance et l'indépendance de l'État d'Israël, précédé le jour d'avant mardi par Yom HaZikaron, moment d'hommage aux soldats morts pour la patrie. Dans toutes les communautés de par le monde, des festivités seront organisées pour marquer l'événement. Ici à Cannes, au centre communautaire, c'est une soirée falafel party au dress code bleu et blanc à laquelle vous serez conviés. Mais qu'en est-il en Israël, une semaine après Pessah? Quel est l'état d'esprit des Israéliens? Après un peu plus de 2 mois de mobilisation, de cortège dans les rues, contre la réforme judiciaire qui vise à abolir l'indépendance politique de la Cour suprême sur les décisions du gouvernement. La fronde a gagné la rue et les institutions, et pire, l'armée, le point d'ancrage vital de la société israélienne. Face à la colère, aux échauffourées entre partisans et opposants, fin mars, Netanyahou a concédé une pause en renvoyant l'examen des textes au mois de mai. Pour répondre déjà à ces questions, il fallait un spécialiste, un journaliste, un diplômé en sciences politiques de l'Université hébraïque de Jérusalem, un analyste politique à I24. Daniel Haïk, bonjour. Bonjour Alexandre. Ça n'a pas été trop fort? Non, mais la présentation est parfaite. Mais c'est vrai qu'on vous connaît très bien sur I24, vous passez, c'est extraordinaire, je vous suis. Et je suis sûr que les téléspectateurs et les auditeurs vous suivent également. Daniel Haïk, après avoir été chassé du pouvoir, en juin 2021, inculpé pour corruption dans plusieurs affaires, Benjamin Netanyahou remportait les dernières législatives. Fin décembre 2022, il revenait au pouvoir. 63 députés sur 120 accordaient leur confiance à son nouveau gouvernement, classé le plus à droite de l'histoire du pays. Daniel Haïk, en Israël, il n'y a pas de constitution à laquelle on peut se référer, comme en France. La Cour suprême remplaçant ici notre Conseil d'État. Alors, comment et par qui sont désignés ces sages en Israël ? Alors, là, vous me posez une colle, parce que qui sont les sages? Oui, et par qui ils sont désignés? Mais qui sont les sages? Les sages, ce sont les juges? Oui, c'est ce qu'on appelle ici les sages. Il faut bien définir les choses clairement. Alors, en Israël, les sages, c'est pas obligatoirement les juges. On peut être juge et être sage, mais on n'est pas obligatoirement. C'est pas parce qu'on est le juge qu'on est obligatoirement sage. Donc, le débat est autour d'un projet de réforme qui n'est pas nouveau sur le fond, qui a été déjà présenté. Le ministre de la Justice israélien, Yariv Levin, a ce projet de réforme dans sa botte depuis 11 ans, depuis 2011. Donc, c'est pas particulièrement nouveau. Le projet de réforme, il s'est imposé, on va dire, dans les rangs de la droite israélienne, que ce soit la droite israélienne traditionnaliste, que l'on appelle le Likoud, ou alors, on va dire même plus à droite, les plus radicaux, la droite nationaliste des partitionnistes religieux, ou même la droite orthodoxe, parce qu'aujourd'hui, il est convenu que, on va dire, les deux partis orthodoxes, que sont le parti Shas séfarade et judaïsme de la Torah orthodoxe ashkénaze, sont des partis que l'on peut résolument classer dans la droite israélienne. C'est un véritable changement qui est intervenu depuis une vingtaine d'années, en particulier sous l'ère Netanyahou, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que dans tous ces secteurs-là, la droite Likoud, la droite sioniste religieuse et la droite orthodoxe se sont sentis, on va dire, frustrés par les décisions de la Cour suprême au cours des 30 dernières années. Depuis la réforme, depuis ce que l'on pourrait appeler la véritable révolution judiciaire instaurée dans les années 90, au milieu des années 90, par celui qui a été le président mythique de la Cour suprême, le juge Aaron Barak. Lui a su, on va dire, gérer de manière très discrète, mais très efficace, des changements qui sont intervenus dans la réalité israélienne, et il avait une doctrine qu'il a mise en application, c'était la doctrine de l'activisme juridique, à savoir, la Cour suprême peut tout juger, y compris casser des lois qui ont été votées par le Parlement israélien. Daniel Haïk, je reviens à ma question primaire. Par qui les juges sont désignés? Les juges sont désignés. Est-ce qu'il y a une élection? Alors non, justement, effectivement, contrairement, on va dire,
à l'échelon exécutif et à l'échelon parlementaire, c'est-à-dire à l'échelon législatif, eh bien, les juges ne sont pas élus par le peuple, ils sont désignés. Ils sont désignés dans l'État d'Israël par une commission. Cette commission, aujourd'hui, elle est composée de 9 membres. Ce sont 3 juges de la Cour suprême, 2, dont le président de la Cour suprême, 2 ministres, dont le ministre de la Justice, 2 députés, dont un député de l'opposition, et 2 membres du barreau israélien. Ce sont les composants de cette commission. Jusqu'à présent, on va dire, ce qui était marquant, et c'est pour ça que je parlais d'Aaron Barak, c'est que c'est toujours les juges qui ont eu la dominante dans cette commission. Parce que, naturellement, avec 3 juges automatiques, plus 2 juristes du barreau, ils avaient quasiment automatiquement la majorité, même s'il fallait une majorité de 7 sur 9 pour désigner des nouveaux juges. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que ça serait fastidieux. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que à partir des années 90 et au moins jusqu'il y a environ 7-8 ans, eh bien, les juges parvenaient à nommer ceux qu'ils voulaient, en particulier dans la Cour suprême. Les juges qui siégeaient dans cette commission parvenaient à nommer dans la Cour suprême, eh bien, les juges qu'ils souhaitaient. Et donc ils s'autonomaient. Voilà, on avait le sentiment que c'était des copies conformes, on va dire, selon le moule forgé par Aaron Barak. Eh bien, les juges s'autonomaient et on appelle ça en hébreu chaver mevi chaver, c'est-à-dire un ami amène un autre ami, et souvent les juges se ressemblaient. Et parmi les 15 juges de la Cour suprême, on avait le sentiment qu'il s'agissait souvent de mêmes juges, souvent laïcs, on va dire laïcs, souvent ashkénazes, on va dire, souvent libéraux, et qu'ils ne représentaient aucunement les différents courants de la communauté de l'État d'Israël, les différentes communautés au sein de l'État d'Israël. Alors attendez, Daniel Haïk, vous nous avez dit tout à l'heure effectivement que cette idée de réformer en fait le bureau des juges, si on peut appeler ça comme ça, datait d'à peu près une 12aine d'années. Bon, mais ce mécontentement, alors, il vient réellement de quoi, alors ? C'est le retour de Netanyahou qui pose un problème ? La composition... Non, c'est pas du tout lié au retour de alors, Netanyahou. Est-ce que c'est la composition de sa coalition ? Non. Est-ce que c'est les motifs des poursuites qui sont engagées contre lui ? Non, c'est un vieux problème. Ça n'a rien à voir avec les poursuites. C'est la réforme judiciaire elle-même, alors ? Oui, c'est la réforme judiciaire, mais c'est pas détaché tout à fait du fait que Binyamin Netanyahou est aujourd'hui inculpé par la justice israélienne, qu'il y a un procès. Pourquoi je dis ça ? Parce que, on va dire que Binyamin Netanyahou lui-même se considère être aujourd'hui la victime de ce système, d'une certaine manière. Et que lui-même, en fait, il est Premier ministre, on le sait, depuis 1996, avec des interruptions, mais il a toujours défendu la justice israélienne, jusqu'à ce que lui-même fasse les frais d'une certaine indépendance, d'un trop-plein d'indépendance de la justice israélienne, dans le cas précis d'une sorte d'autonomie totale de la part du parquet israélien, qui a pu, par exemple, au cours des années entre 2016 et 2019, eh bien, investir d'énormes sommes d'argent pour trouver des motifs, des chefs d'accusation contre lui, pour chef de corruption. Je corrige, vous avez dit, dans plusieurs dossiers, il n'y a que 3 dossiers contre Binyamin Netanyahou, et il n'y a qu'un seul des 3 dossiers dans lequel il est accusé de corruption. Les 2 autres, il est accusé de fraude et abus de confiance, qui est en soi une accusation très problématique que la réforme judiciaire voudrait modifier. Parce que fraude et abus de confiance, c'est une accusation qui se rapporte aux hommes politiques, aux personnalités politiques, et qui est tellement vague qu'elle a permis au parquet israélien d'inculper à de multiples reprises des hommes politiques
que le parquet ne souhaitait pas voir à des responsabilités politiques, ministérielles, politiques, et à la fin, au bout du compte, qui se sont avérés comme des non-lieux, finalement, sans aucune possibilité d'accusation. Je vais vous donner des exemples. Sachez que, par exemple, et ça peut peut-être choquer nos auditeurs, la plupart des ministres qui ont été nommés, soit par Binyamin Netanyahou, mais pas seulement, y compris par Ehud Olmert lorsque celui-ci était Premier ministre, c'est-à-dire entre 2006 et 2009. Et même dans un gouvernement nommé par Ehud Barak entre 1999 et 2001, tous les ministres qui ont voulu apporter une réforme au système judiciaire, parce que ce système donnait trop de poids à la Cour suprême au détriment de la Knesset et du gouvernement, eh bien, plusieurs, on va dire, pas tous les ministres, mais plusieurs de ces ministres se sont retrouvés accusés de chefs d'accusation. Des enquêtes ont été ouvertes par le parquet contre eux, ça les a forcés à démissionner de leurs fonctions, et au bout du compte, il n'y a eu aucune poursuite. Je parle l'exemple d'un homme qui s'appelle Yaakov Neiman, qui était le premier candidat au poste de ministre de la Justice de Binyamin Netanyahou en 1996, écarté parce que lui déjà il voulait museler un peu le pouvoir, le trop plein de pouvoir de la Cour suprême. Même chose pour Reuven Rivlin. Vous connaissez Reuven Rivlin, c'est l'ancien président lui-même. Avant qu'il ne change d'avis, on va dire, eh bien, lui-même a été victime. Il était candidat pour être ministre de la Justice, et on lui a trouvé un chef d'accusation, une accusation, et il a été contraint de démissionner. Finalement, au bout du compte, ça s'est terminé par un non-lieu. Donc, il y a un trop plein de pouvoir de la part de certains segments du monde de la justice en Israël, comme le parquet et comme la Cour suprême, qui donne le sentiment que, eh bien, de facto, le pouvoir élu n'a pas le pouvoir qui lui revient, et le pouvoir des non-élus a trop de pouvoir. Voilà. Lors de mon séjour en Israël, fin février, début mars, j'ai été témoin moi-même de la mobilisation de la société civile israélienne avec des blocages routiers, des drapeaux agités. Surtout, on voit ça sur les autoroutes. Eli Barnavi, figure du camp de la paix, parle, lui, des forces vives qui sont vent debout contre cette réforme. En fait, à quoi on a assisté en Israël, Daniel Haïk? Est-ce que c'est une confrontation idéologique, sociologique, sociale, sociétale, teintée de revanche ou de désillusion? Ou alors c'était la manifestation d'une opposition-répulsion? Et j'emploie bien ces deux mots, opposition ou répulsion, entre laïcs et religieux. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la bonne formule? Alors, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout, Alexandre. C'est-à-dire que le prétexte avancé, c'est la réforme judiciaire. Mais soyons honnêtes, mettons de côté aujourd'hui la réforme judiciaire. Imaginons, comme c'est possible que cela se produise, que Netanyahou, face à la pression de la rue, dise « je suspends totalement la réforme judiciaire ». Eh bien, je peux vous assurer que les forces vives dont vous parlez, entre guillemets, moi j'aime pas... C'est Eli Barnavi, Eli Barnavi qui en parle. Oui, ou de Eli Barnavi. Je ne sais pas ce que ça veut dire les forces vives, on peut en discuter après si vous voulez, mais je peux vous assurer que ces manifestants continueront à manifester, parce que le problème, il est double. Leur problème de ces manifestants, le premier problème s'appelle Binyamin Netanyahou. C'est-à-dire que les gens que l'on a vus avant que Netanyahou ne quitte le pouvoir, c'est-à-dire dans ce qu'on a appelé la protestation de la rue Balfour, pendant pendant la crise politique qui a été conjuguée avec la crise du Covid, eh bien, ces gens-là qu'on a vus, manifestement, ils ne veulent pas de Binyamin Netanyahou. Alors, c'est ce que je vous avais posé comme première question, pratiquement. C'est le personnage de Netanyahou qui pose le problème. Oui, je vais vous dire, et je vais essayer de vous dire en deux mots pourquoi. Parce que il ne pardonne pas une chose à Binyamin Netanyahou. Il ne pardonne pas à Binyamin Netanyahou d'avoir été l'incitateur de la campagne qui a conduit à l'assassinat de Rabin en 1995, même si c'est faux. Et il ne pardonne pas
à Binyamin Netanyahou d'avoir été celui qui a hérité de facto du fauteuil de Yitzhak Rabin au poste de Premier ministre 6 mois après l'assassinat. C'est-à-dire qu'il y a une formule en hébreu qui dit « Aratzarta vegam yarashta », c'est une formule de la Bible. Il dit « Non seulement tu l'as assassiné, mais en plus tu en as été l'héritier ». Et ça, là, c'est trop pour la gauche israélienne. C'est trop pour la gauche israélienne. Et cette gauche, elle n'a pas pardonné à Binyamin Netanyahou cela, même si, je le répète, Netanyahou n'est pas responsable de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Quand on voit ce qui s'est passé à l'époque, on sait que Binyamin Netanyahou, même s'il n'a pas toujours été très correct, même s'il a peut-être été un peu exagéré dans les tournures, il n'a jamais appelé Rabin traître, boged. Il a toujours essayé de calmer les esprits de ceux qui le faisaient, qui qualifiaient Rabin de traître, etc. Donc ça, c'est le péché originel pour lequel Binyamin Netanyahou doit être évincé. Et comme la gauche israélienne considère voit de facto que Binyamin Netanyahou, par tous les moyens, est élu, c'était le cas, ça s'est développé comme par hasard après la victoire de Binyamin Netanyahou en 2015. Je vous demande pardon, je suis moi-même un petit peu souffrant. Ouais. Mais comme Binyamin Netanyahou lui-même a été réélu, il a été réélu en 2009, en 2013 et en 2015. Et en 2015, c'était beaucoup trop pour la gauche israélienne. Et comme par hasard, à partir de 2017, on voit surgir des tentatives, des enquêtes judiciaires contre Netanyahou, etc. Eh bien, ce que l'on dit à droite, c'est que la gauche, ne parvenant pas à détrôner Netanyahou dans les urnes, elle essaye de le détrôner par le second pouvoir d'Israël, c'est-à-dire par la justice, par le parquet d'un côté et indirectement par la Cour suprême. Mais laissons la Cour suprême de côté parce qu'elle n'a aucun rôle. Et entre parenthèses, Alexandre, elle n'a aucune possibilité d'avoir un rôle quelconque dans les affaires de Binyamin Netanyahou aujourd'hui ou même dans les années à venir. Alors, donc, c'est ça le problème. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est un véritable problème de fond, à savoir quel État d'Israël on veut pour l'avenir. On est à 75 ans de l'État d'Israël. Il y a des changements majeurs dans les communautés qui forgent l'État d'Israël, qui forment l'État d'Israël. Alors justement, Daniel, justement, est-ce que justement ces problèmes ne sont pas posés parce qu'il y a une certaine rivalité, une hostilité, je dirais même, entre Tel Aviv, la laïque, contre Jérusalem, la pieuse, qui se manifesterait à travers ces manifestations. Oui, c'est une manière de schématiser, mais c'est vrai que c'est le plus facile de le comprendre comme ça. Il y a l'État de Tel Aviv et l'État de Jérusalem. D'un côté laïque et de l'autre côté religieux. Il y a l'État laïque, celui des pères fondateurs, de ceux qui disaient nous avons créé un État pour nous débarrasser, pour d'abord revenir sur la terre d'Israël, pour être libre sur cet État, pour forger une armée, défendre, etc., mais aussi pour, de facto, nous n'avons plus besoin des paramètres religieux qui nous ont préservés pendant 2000 ans de diaspora, c'est-à-dire la pratique de la Torah, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, etc., etc. Nous pouvons, aujourd'hui, sur la terre d'Israël, redéfinir l'identité d'Israël. Et comme me le disait à moi Aleph Bet Yehoshua, le célèbre écrivain, je suis israélien. Dans mon identité, il y a le nom d'Israël. C'est beaucoup plus fort au niveau identitaire que d'être juif. Je suis juif en diaspora, mais je suis israélien en Israël. Et donc, la question est de savoir quel État d'Israël on veut. Un État d'Israël qui soit laïque, calqué sur on va dire, la vision des pères fondateurs de l'État d'Israël, ou bien, c'est-à-dire un État d'Israël qui serait plus démocratique que juif, on va dire, ou un État qui est, comme le veulent aujourd'hui une partie importante de la population, et les dernières élections ont prouvé que c'était la majorité au niveau des urnes, c'est-à-dire un État qui reste un État juif avant tout, qui soit doté, bien entendu, des éléments, des paramètres démocratiques, mais un État qui revendique clairement son caractère juif, son identité juive, son patrimoine de juif, qui sont cachés juifs,
et qui reste fidèle, on va dire, à la tradition, on va dire. Et là, il faut bien avouer que, Alexandre, il y a un paramètre qui est incontournable. Ce paramètre, il s'appelle la démographie. Et la démographie, elle va dans le sens de ceux qui ont remporté les élections le 1er novembre dernier. C'est incontournable, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non. Je donne les éléments, les paramètres de base. L'État d'Israël, qui au passage est un des seuls États démocratiques occidentaux dans lequel le taux de natalité est au-dessus du taux, bien au-dessus du taux de reproduction et de développement de l'État, qui est le taux de 2,1, alors que de nombreux États sont en deçà de ce seuil. Eh bien, l'État d'Israël, il est à 3,4. Eh bien, dans le monde orthodoxe, on est à 7 enfants par famille. Dans le monde sioniste religieux, on est à 5 enfants par famille. Dans le monde, on va dire, traditionnaliste, on est à 4. Et dans le monde laïque, on est à 3. Ce qui est déjà pas mal. Dans le monde laïque israélien, c'est aussi le taux le plus élevé parmi les taux de natalité des pays occidentaux. Ce n'est pas mal. Tout cela donne un taux qui est extrêmement élevé et qui fait que les communautés orthodoxes, les communautés sionistes religieuses, eh bien, vont se développer. Et là se pose le problème, comment les orthodoxes vont vivre, quelle va être leur place dans la réalité de l'État d'Israël? Est-ce qu'ils vont rester à étudier la Torah toute la journée? Et je schématise parce que c'est plus le cas pour la plupart. Il y a aujourd'hui une majorité d'hommes orthodoxes qui travaillent, il y a une immense majorité de femmes orthodoxes qui travaillent. Donc tout ça, c'est plus vrai. Il faut mettre de côté tous les clichés habituels. Est-ce que le monde sioniste religieux va s'engager plus dans la contribution, par exemple, dans les différents secteurs? Il le fait déjà avec l'armée aujourd'hui. La moitié des officiers subalternes de l'armée au niveau des lieutenants, des commandants, des capitaines, et majoritairement, ce sont majoritairement des sionistes religieux, ce qui inquiète, autre parenthèse, l'état-major qui est en majorité laïque, parce qu'il se dit, bah oui, on veut bien les sionistes religieux. Ils vont pas combattre le Shabbat, par exemple. Au combat, non, oui, alors il n'est pas question de ne pas combattre le Shabbat, personne ne le dit, mais de donner à l'armée israélienne un caractère qui serait plus religieux. Il y a des généraux aujourd'hui qui portent la kippa, ce qui était très peu le cas avant. Il y en a plusieurs aujourd'hui, et donc ça inquiète le monde laïque. Donc il y a plusieurs indices qui inquiètent le monde laïque et qui se dit, ce monde se dit, est-ce que je vais pouvoir préserver l'État d'Israël que nous avons connu pendant les 30 premières années, où apparemment tout était bien, ce qui n'est pas vrai. Hein, ou alors Israël va évoluer. Ou alors, quel va être l'État d'Israël? Alors, est-ce qu'on va trouver un modus vivendi pour vivre ensemble, ou est-ce qu'on va se séparer en deux États, l'État de Tel Aviv ou l'État de Jérusalem? Encore? C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de ce débat aujourd'hui. Et ça, c'est un enjeu majeur. Mon invité aujourd'hui, Daniel Haïk, journaliste, analyste politique à I24. La Fronde a gagné la rue et les institutions, et pire, Tsahal, l'armée de défense d'Israël, le point d'ancrage vital de la société israélienne. Alors qu'il soit réserviste, d'unité combattante, pilote de l'armée de l'air, général de brigade ou colonel à la retraite, il manifestait. Daniel Haïk, quelles peuvent être les répercussions sur la sécurité du pays? Je pense à ce qui se passe actuellement sur le mont du Temple et dans les villages arabes de Judée-Samarie. Ça doit poser un problème à Tsahal. Alors, et aux guerres frontières aussi. D'abord, je vais préciser les choses, parce que c'est difficile de faire des généralités. Il y a eu ces dernières semaines un courant de réservistes, parce que ce ne sont pas les soldats du contingent. Hein, ce ne sont pas ni les soldats du contingent, ni les soldats de l'armée de métier qui protestent. Les soldats qui ont protesté, ce sont les réservistes, et en particulier les réservistes pilotes. Pourquoi? Les réservistes pilotes, ils ont un statut particulier, c'est qu'ils sont à la fois civils et militaires, c'est-à-dire ils sont la plupart du temps civils, mais ils s'entraînent quasiment chaque semaine pour conserver leurs réflexes de pilote de l'armée de l'air israélienne. Et il leur arrive de faire des opérations, même au-delà
des lignes de frontières de l'État d'Israël, dont on entend parler ou dont on n'entend pas parler. Et le matin, ils rentrent de leurs opérations et ils vont travailler dans leur travail civil. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des pilotes qui ont protesté, qui ont dit « Nous, on ne veut pas avoir à recevoir d'ordre d'une dictature israélienne ». Alors, pourquoi maintenant on parle d'une dictature, me direz-vous, Alexandre? L'État d'Israël n'est pas devenu une dictature. Eh bien, ces pilotes craignent que la réforme judiciaire conduise à une dictature israélienne. C'est-à-dire, à partir du moment où tous les juges seront élus par des hommes politiques, eh bien, donc, ce seront des juges qui seront coloriés politiquement. Donc à la botte du gouvernement, quoi. Voilà, et l'indépendance de la justice sera bafouée. Et donc, le seul pouvoir en Israël, ce sera le pouvoir du gouvernement, qui lui sera démocratiquement élu, et de la Knesset. Et donc, il y aura une atteinte à la démocratie israélienne. Et cette atteinte à la démocratie israélienne, dans la bouche des protestataires, c'est tout de suite la dictature. Je citerai pour essayer de vous rassurer, Binyamin Netanyahou, s'il voulait être dictateur dans l'État d'Israël, il aurait eu largement l'occasion de le faire avant. Même s'il veut le faire cette fois-ci, il ne peut pas le faire. Et il ne souhaite pas le faire. C'est paradoxalement quelque chose de stupéfiant, c'est que ce Netanyahou, dont la gauche israélienne ne veut pas, c'est aujourd'hui l'élément le plus modéré du gouvernement israélien. C'est celui qui lui-même dit il n'y aura pas de dictature. Le général de Gaulle, au moment du changement entre la 4e et la 5e République, quand les socialistes de la SFIO disaient de Gaulle, c'est un dictateur, il a besoin, avec la 5e République, de gouverner lui-même tout seul, c'est un dictateur, il avait dit on ne devient pas dictateur à 70 ans. Binyamin Netanyahou, comme l'État d'Israël, ont 75 ans et on ne devient pas dictateur à 75 ans. On ne devient pas dictateur dans l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que, si je peux m'exprimer ainsi, dans le peuple juif, les gènes du peuple juif sont viscéralement anti-dictature. Il y a peut-être des peuples dans le monde qui ont une tendance à la dictature. Je ne sais pas, peut-être qu'en Amérique du Sud, c'est plus facile, la dictature. Peut-être qu'en Afrique, c'est disait. Mais dans les gènes du peuple juif, si je peux m'exprimer ainsi, sans avoir un impact, un langage raciste, dans le gène du peuple juif, il n'y a que l'amour de la démocratie. C'est inscrit dans la Torah. Tu dois avoir ton prochain, tu dois aller vers ton prochain quand il est dans la difficulté. Tu dois aller selon la majorité des gens. Tout ce qui se fait dans le peuple juif, ce qui est fait dans le peuple juif, les décisions des rabbins, ça a été par rapport à la majorité, etc. Donc, il n'y a pas ça. Donc, je rassure tous les auditeurs à Cannes, il n'y a pas de risque de sombrer dans la dictature en Israël. Daniel Laïc, on va avancer un tout petit peu quand même, parce que regardez, fin décembre, il y a 63 députés sur 120 qui ont accordé leur confiance au nouveau gouvernement de Netanyahou. 4 mois après, moi je me pose quand même une question par rapport à ce qu'on voit quand même à la télévision sur I24, simplement, par rapport à ce que je lis moi dans les journaux. Je me pose la question, quels sont les gagnants ou les perdants de cette coalition? Alors, je vais répondre. Le grand perdant, c'est Netanyahou le premier. Parce que qu'il s'est allié. Non, les deux partis. Pas parce qu'il s'est allié, parce que. Non, les deux partis qu'on dit un petit peu extrêmes. Voilà, avec l'extrême droite israélienne. Parce que il a mal négocié avec eux. Netanyahou était en position de force au lendemain des élections. Il avait d'emblée une coalition de 64 députés. Il en avait 32 du Likoud et 32 de ses autres partenaires. Il avait l'occasion, pour la première fois, de taper du poing sur la table et de dire « Je vais d'abord m'occuper de mon parti », ce qu'il n'avait jamais fait précédemment.
donc de donner les portefeuilles ministériels les plus importants aux membres de mon parti, afin de satisfaire d'une certaine manière ceux qui lui ont été loyaux jusqu'au bout. Et qui l'ont fait élire. Et qui lui ont permis d'être élu. Et de l'autre côté, plus tard, je laisserai à l'extrême droite et même aux orthodoxes le soin de venir, et je leur donnerai les ministères qui restent. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de gouverner. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller avec moi. Il n'a pas joué comme ça. Il est allé au-devant des partis de la droite, de l'extrême droite, si l'on veut, et il leur a donné des fonctions qui étaient bien au-delà de leurs compétences ou bien au-delà de ce qu'il aurait dû leur donner. C'était pas normal de donner à un homme comme Itamar Ben-Gvir le portefeuille de ministre de la Sécurité nationale. Pour de multiples raisons. Parce que cet homme n'a jamais été ministre, et parce que ce ministère est un ministère extrêmement délicat. Netanyahou a commis au moins cette erreur. Ensuite, la seconde erreur a été de présenter cette réforme de manière prématurée, de manière trop brusque. On a mis les pieds dans le plat. Et ça, je l'ai expliqué dans un éditorial que j'ai écrit sur le site de I24. Je crois que c'est le résultat d'un trop plein d'assurance de la part de la droite israélienne. C'est-à-dire, en obtenant 64 mandats, la droite s'est cru tout permis et s'est dit, maintenant, je suis le maître du monde. Je suis au top du top. Je peux faire ce que je veux. La gauche israélienne est réduite à néant. Il n'y a quasiment plus de parti travailliste. Il n'y a plus de parti Meretz. Il y a un parti Lapid et affaibli, un parti Gantz affaibli. La gauche ne reviendra jamais au pouvoir. C'est trop plein d'assurance à porter les germes de la défaite de la droite à laquelle on assiste actuellement. Je parle de défaite parce que je vous dis, Netanyahou va devoir se plier. Il va devoir faire machine arrière. On le voit, les sondages sont très mauvais pour le Likoud. Les sondages sont mauvais pour la droite. Alors justement, Daniel Haïk, alors là, vous me décrivez quelque chose de fantastique. C'est un gouvernement qui flotte. Alors justement, Netanyahou disait d'avoir un gouvernement de droite solide. Et justement, avec ce flottement, combien de temps le gouvernement pourra tenir ? C'est une bonne question. Ça, je peux analyser les phénomènes qui se sont produits. Je ne peux pas véritablement me transformer en prophète, mais je peux vous dire que, effectivement, en fait, si j'avais un conseil à donner à Benjamin Netanyahou, je lui dirais aujourd'hui, retire cette réforme judiciaire, mets-la de côté, penche-toi vers des dossiers qui sont bien plus consensuels, comme la cherté de la vie, qui concerne tous les échelons de la vie de la classe politique israélienne, comme les dangers sécuritaires que peuvent représenter l'Iran et ses proxys aux alentours. Trouve les sujets qui sont consensuels. Pendant ce temps, qu'il y ait des équipes d'experts qui travaillent sur la réforme judiciaire tranquillement, sans qu'il y ait de pression, sans qu'il y ait le moindre pistolet sur la tempe. Et ensuite, reviens avec ça, avec une présentation qui puisse être, quand le climat se sera assaini, reviens. Sinon, Netanyahou est en péril, je dirais. Je peux même envisager que le gouvernement soit en péril. Parce qu'il y a même à l'intérieur d'aujourd'hui des gens qui disent on s'est trompé, on s'est mal orienté, on a mal défini les priorités de ce gouvernement en 5 mois, d'accord ? Et donc, s'ils ne savent pas faire leur examen de conscience, eh bien, ça risque de mal se terminer. Et je dois dire une chose, que d'accord ou pas d'accord avec la protestation, et j'ai pas honte de dire que je ne partage pas, on va dire, les revendications de cette protestation, surtout quand on parle de dictature. Mais je dis qu'il faut avouer que la gauche, le centre, se sont formidablement bien organisés pour mener
cette protestation. Je ne sais pas qui est derrière, je ne sais pas qui finance tout ça. Ça m'intéresse pas. Le principe, c'est que apparemment chaque semaine, chaque samedi soir, il y a des dizaines de milliers de gens qui descendent dans la rue. Ils ont montré qu'ils avaient aussi des priorités aussi qui étaient importantes. Et donc, il faut savoir prendre le bien de chacun, de la gauche et de la droite, et essayer de voir s'il y a un moyen de travailler ensemble et de vivre ensemble dans ce pays. On est à 75 ans d'État d'Israël. Il ne faudrait pas que l'on soit que l'on soit au bout de cet État d'Israël, Chas v'Shalom, comme on pourrait le dire. Alors justement, dans les pages Idées du Monde, fin de première semaine de mars, il y a de nombreux intellectuels français qui se sont levés contre la réforme engagée par Netanyahou. Je vais citer Maurice Lévy, le publicitaire, Raphaël Zaghi-Orly et Jacob Ragowiecki. Ils sont philosophes, Stéphane Fraisse, acteur-réalisateur, Pierre Birnbaum, historien, Anne Sinclair, journaliste, Michael Levinas, le compositeur et bien d'autres. Et tous sous le titre « La démocratie d'Israël est en danger ». Tout d'abord, Daniel Haïk, est-ce que vous avez entendu parler de cette tribune en Israël et leur intervention, est-ce qu'elle peut avoir une influence sur la politique israélienne ? Alors, Alexandre, je vais être clair. Voyez ce que je fais là ? Oui. Zéro impact sur la réalité israélienne. Je suggère aux les grands défenseurs de l'État d'Israël qui sont à Paris ou ailleurs d'apporter une contribution positive au débat, en proposant par exemple des solutions. Comment une démocratie doit se gérer alors qu'elle est sous le feu des ennemis, sous la menace du Hezbollah, du Hamas, du djihad, de l'Iran, etc. Comment elle parvient à respecter les règles de la démocratie. Qu'est-ce qu'elle peut changer pour solidifier cette démocratie israélienne ? Je ne dis pas. Mais venir donner des leçons, je pense que c'est totalement déplacé. Les Israéliens sont assez mûrs aujourd'hui pour essayer, pour connaître les solutions, ou pour au moins avoir une idée de ce qui peut... il faut qu'ils discutent ensemble. Les Israéliens doivent discuter ensemble. Nous sommes en plein cœur des journées solennelles de l'État d'Israël, le Yom HaShoah, le Yom HaZikaron, le Yom HaAtzmaut. Il faut que l'on profite de cette période d'unité, qui doit être une période d'unité, pour à la fois effectivement débattre des grands dossiers de l'avenir de l'État d'Israël, l'avenir identitaire de l'État d'Israël, mais également le faire dans le respect mutuel. Sans respect mutuel, sans bonne volonté de part et d'autre, de la gauche, du centre, de la droite, on n'y parviendra pas. Il reste une dizaine de jours jusqu'au mois de mai pour que l'examen des textes renvoyés début avril ne revienne en session. Daniel Haïk, quelle attitude on peut attendre du gouvernement pour la réforme dans le futur finalement ? L'apaisement, la reprise ou la marche forcée ? Je pense, que je vous le disais tout à l'heure, si Binyamin Netanyahou est conscient de la problématique que cette réforme suscite, eh bien, il doit la geler totalement et passer à autre chose. On a attendu près de 30 ans avant que cette réforme puisse être avancée. On peut attendre un an de plus. On n'est pas avec un stopper pour essayer de faire voter à tout prix. Ce genre de réforme, c'est clair, il faut la faire voter par consensus. Même si, je le rappelle historiquement, la gauche israélienne, quand elle était au pouvoir, elle a dupé l'électorat, les électeurs israéliens. Par exemple, en 92, si Rabin avait dit qu'un an plus tard, il signerait des accords d'Oslo, le processus d'Oslo, eh bien, il n'aurait pas été élu en 1992. Donc, c'est de l'habitude des hommes politiques de ne pas tout révéler comme projet. Et même si la réforme judiciaire n'était pas le premier sujet à l'ordre du jour, eh bien, il était dans le plan du Likoud. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, ceux qui veulent se montrer responsables dans l'État d'Israël aujourd'hui, eh bien, doivent tout faire pour faire voter des grands changements avec un maximum de consensus. Ce n'est que comme ça que l'on parviendra
à apaiser les esprits dans la réalité israélienne. Pour essayer de comprendre la complexité du débat qui secoue la société israélienne depuis plusieurs mois et avec lui d'entrevoir une issue, je recevais ce matin Daniel Haïk, journaliste diplômé en sciences politiques de l'Université hébraïque de Jérusalem et surtout analyste politique à I24. Daniel Haïk, merci pour votre intervention, merci pour votre analyse et surtout pour votre éclairage. Merci à vous Alexandre, bonne fête de l'indépendance. Merci. Shalom. Shalom.